Mon nom, c'est Stéphanie. Je suis responsable des communications à l'Appui pour les proches aidants. Et à l'Appui, on a à cœur la qualité de vie, bien sûr, des personnes proches aidantes. Puis pour ce faire, bien, on développe des séries d'outils qui vont les accompagner tout au long de leur parcours de vie. Et le balado, bien, c'en est un des outils parce que au cours des 5 dernières saisons, on a rencontré des dizaines et des dizaines de personnes proches aidantes qui sont venues nous donner, nous raconter leur histoire, nous donner un peu de sens à ce qu'ils vivent, avec les hauts, avec les bas. On a pu échanger, on a pu apprendre et de tout ça, bien, les gens nous ont dit qu'ils se reconnaissent beaucoup à travers ces témoignages. Aujourd'hui, on a un projet un peu spécial. On a décidé d'aller revisiter certains des extraits, certains des témoignages des personnes qui sont venues dans notre studio. Et pour ce faire, bien, j'ai invité 2 de mes collègues, Sylvie et Élodie, à se joindre à moi. On est dans l'épisode 1 de la saison 5 et l'épisode se nomme « Pour ne jamais oublier ». Ça fait référence à la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Donc, on va commencer avec, bien sûr, Marina, notre animatrice, qui parle de son propre parcours. On rit bien, là, mais moi aussi, j'ai été la proche aidante de ma mère, tu sais, puis moi, ça a duré sur une période de presque 5 ans. Puis moi, je vous dirais sincèrement, j'ai l'impression que ça m'a pris comme 5 ans à me remettre. Je veux dire, la fatigue, j'avais une fatigue d'accumuler immense. Il y a une espèce d'état de perte aussi, hein, parce que la perte du rôle, hein, on a été proche aidant, on a accompli plein de choses, on a été là pour la personne. La personne quitte, la personne décède. Comment on se retrouve? Notre rôle, qui on est, notre identité, en fait, parce que souvent, la proche aidance va prendre beaucoup de place. On le disait, ton père a 98 ans, puis lui, ta mère est à la maison, puis il n'en est pas question de penser à la placer. Puis tu dis qu'il veut même pas de service, il fait pas appel, il reçoit aucun service, ton père? Là, il en reçoit 2. Il y a une fois par semaine des gens qui vont laver ma mère, puis idéalement, il y a aussi une femme de ménage ou peu importe, quelqu'un de ménage qui vient faire le ménage. Puis j'en ai offert plus. J'ai dit, garde, quelqu'un peut être venir à tous les jours, au moins juste 1 heure, faire quelque chose. Je veux rien savoir. À chaque étape d'aide a été extrêmement difficile pour le convaincre, en fait. Là. Ça a été comme, mon Dieu, accepte donc de l'aide un peu. Accepte donc l'aide aussi. Donc, c'est une chose d'aller chercher de l'aide. Ensuite, est-ce que notre parent, le proche, est-ce qu'il est prêt à accepter cette aide-là? Puis qu'est-ce que ça veut dire accepter de l'aide? Comment respecter le rythme de chacun? Oui. Il y a la fatigue du proche aidant qui est encore une fois très légitime de dire j'ai besoin de plus. Oui. Puis il y a le parent qui n'est peut-être pas nécessairement prêt, qui n'est pas rendu là. Comment aussi aborder ça avec son parent autrement, peut-être? Qu'est-ce que ça va être le niveau que je vais devoir déployer comme énergie? Alors, quand on progresse dans la prochaine danse, à un moment donné, il arrive un temps où tu as moins d'énergie, la situation change aussi beaucoup trop, mais tu es encore pris avec cette pensée-là, cette promesse-là que tu avais faite, auquel tu t'accroches, mais est-ce que c'est encore réaliste? Des fois, c'est d'aller revisiter, est-ce que c'est réaliste encore aujourd'hui? Est-ce que c'était à ça qu'on pensait quand on a fait la promesse au départ? Est-ce que c'est encore aidant? On va se retrouver maintenant dans l'épisode 3 de la dernière saison où on va aller rencontrer l'animateur, un des animateurs de Salut Bonjour, Charles-Antoine Sinotte, qui va nous raconter ce que vit sa conjointe qui a eu un cancer à l'âge de 36 ans. Pour nous, le contrôle était lié à l'effort. Le résultat était lié à ce qu'on contrôle, c'est-à-dire mettre de l'effort, mettre des heures, mettre de l'intensité, mettre de la passion. Puis là, du jour au lendemain, on perdait le contrôle. Je suis content pour le reste de ma vie d'avoir fait cet apprentissage, qu'on contrôle pas tout et que plus n'égale pas mieux, puis que plus d'efforts donne pas toujours. Tu sais, oui, il y a une éthique de travail. Bien sûr. Mais ouais, ça m'a fait du bien et je pense qu'à elle aussi, de juste s'enlever une pression qu'on se mettait individuellement et collectivement, d'en faire plus pour plus performer. Surtout dans l'annonce d'un diagnostic, quand on tombe à 2 pieds dans la proche aidance, c'est de tomber un peu dans le vide. Hein? Donc, c'est ce sentiment-là de ne pas avoir de repères, de ne pas savoir ce qui s'attend, donc ce qui s'en vient. Alors, effectivement, ça peut être extrêmement déstabilisant, surtout si on a été habitué d'être dans la performance, dans le contrôle de plein de paramètres. Là, tu l'as plus. Là. Il y a beaucoup d'apprentissage. Il n'y a pas juste des mauvais côtés à la prochaine danse. Là. Souvent, les gens vont trouver une nouvelle facette d'eux qu'ils n'auraient jamais soupçonné autrement, de voir une autre partie
j'aime pas nécessairement le mot résilience, là, mais il y a quand même une forme de résilience qui peut se créer au travers de ça, puis de voir que, j'ai appris justement à lâcher prise. Je pensais pas être capable, mais grâce à cette expérience-là, j'ai pu apprendre à faire autrement. Je vais vous amener encore dans l'épisode sur le cancer, mais on va aller voir Chantal. Chantal qui habite avec sa maman. Elle va nous raconter un peu son histoire personnelle, puis on va arrêter pour écouter ça. Vous travaillez dans le milieu hospitalier, Oui. là, vous êtes préposé aux bénéficiaires, puis vous dites que l'approche aidante, ça a toujours fait partie de votre vie. Ben, je pense que oui, en grande partie. Est-ce que c'est un choix si on vient tout le monde en pensant qu'on va toujours aider tout le monde? C'est possible, je le sais pas. Ça n'a jamais répondu à ma question. Des fois, je me questionne en me disant, mais comment ça se fait que je suis comme ça? Je le sais pas. C'est souvent ce qu'on entend aussi, hein, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, il faut que je m'en occupe, mais justement, des fois, de redéfinir c'est quoi avoir le choix. Puis sur quoi on peut choisir. Tu sais, est-ce que je peux choisir justement de m'occuper des rendez-vous, mais est-ce que je prends toutes les tâches liées à m'occuper d'une personne comme proche aidant? Comment redéfinir aussi cette sillon de fratrie, de justement de ne pas être tout seul. C'est important d'avoir du soutien autour de la personne proche aidante. Les gens vont dire, je veux pas déranger mon frère, je veux pas déranger ma soeur. Il y a une vie très chargée. De trouver des excuses à l'entourage pour pas avoir de l'aide, ou en tout cas pour pas leur permettre de venir nous aider, c'est souvent plus facile que de dire, OK, je vais lever le drapeau rouge, là, puis je vais dire, là, ça serait important. C'est quoi les limites de la personne? Tu sais, les limites personnelles, en fait, parce que il y a certaines personnes proches aidantes qui vont dire, non, moi, je serais pas capable de faire autant, et c'est correct. Qu'est-ce qu'on dit à une personne pour qu'elle prenne soin de soi? Prendre soin de soi, on l'entend partout. C'est important d'aller voir avec la personne proche aidante, ce serait quoi? Qu'est-ce que ça voudrait dire pour elle de prendre soin de soi? Et des fois, c'est d'aller discuter avec elle, de dire, avant son rôle de proche aidante, avant cette situation de proche aidance-là, qui elle était, qu'est-ce qu'elle aimait, qu'est-ce qu'elle faisait, qu'est-ce qui lui faisait du bien. Des fois, de voir est-ce qu'il y a une façon de conjuguer, d'aller réintroduire certaines activités. Fait que de se permettre, comme tu disais, hein, de cette flexibilité-là, j'aime beaucoup quand tu dis d'avoir une souplesse aussi dans son rôle. On va maintenant aller dans l'épisode 4 de notre saison, quand la vie prend un autre chemin. Dans un premier temps, on va aller voir un extrait de Vincent Guillaume Otis, qui est très connu au Québec et qui a un grand frère qui a 1 an de plus que lui, qui a maintenant 48 ans et qui est sur le spectre de l'autisme. On va aller voir un peu sa réalité puis comment il vit avec cette situation-là. Cet appartement-là, je suis content parce que là, il a sa place, puis si ça va bien, puis s'il fait bien les choses, il peut garder ça toute sa vie. Mais je veux dire, si tant qu'on n'avait pas cette assurance-là, même moi, je me disais, s'il arrive, mes parents sont vieillissants, s'ils ne sont plus là, si moi, il m'arrive quelque chose, qui va s'en occuper? Là, qui va? Fait que c'est moins, je veux vraiment pas mettre de l'ombrage sur. C'est mes parents là, qui ont le plus grand souci, c'est eux, là, mais quand même, c'est présent. T'sais. Je dirais que ça fait de plus en plus partie de mes préoccupations. C'est assez récent. Là, on parle de, mettons, de 5 ans. Là, depuis à peu près 5 ans. Là, pour moi, avant ça, je savais que mes parents étaient là. Ils sont encore. Là, je sais qu'ils s'en occupent encore. Mais le fait qu'ils vieillissent un peu, puis que là, on est de plus en plus, comme je disais tantôt, on collabore dans cette espèce de supervision-là qui est pour mon frère. L'entourage, en fait, dans notre jargon, nous, on appelle les proches aidants secondaires, mais en même temps, c'est autour d'une personne aidée, il y a beaucoup de personnes proches aidantes. Donc, effectivement, c'est difficile pour certaines personnes de se reconnaître. Là. C'est important de ne pas minimiser non plus l'impact qu'on a, même si on se voit pas nécessairement comme le proche aidant principal dans cette dynamique-là de proche aidance, effectivement. Puis, on l'entend bien dans l'extrait aussi, puis il le dit même avec les gestes. Hein, je commence à prendre le rôle avec mes parents. On le voit qu'il commence à voir l'amalgame aussi avec ses parents. Il le transfère du rôle. Il commence à l'endosser un petit peu plus, mais comme tu disais, Stéphanie, il essaie de prendre un pas de recul aussi. Puis il y a beaucoup de proches aidants qui c'est comme ça. Ils disent, non, je ne suis pas le proche aidant, donc je ne veux pas enlever ce rôle-là à mes parents, par exemple. Qui est autour de vous pour vous soutenir? Comment vous êtes soutenu autour de vous?
Bien, je voudrais vous remercier, Sylvie l'a dit, d'avoir pris le temps là, de revisiter ces extraits-là avec nous. Votre expertise est très précieuse pour mieux comprendre ce qui se cache des fois derrière des mots, pour mieux savoir que ces personnes-là ne sont pas seules, qu'il y a plein de gens qui pensent les mêmes choses, puis d'avoir des petits trucs pour pouvoir naviguer avec ces informations-là. Donc, si vous ressentez des émotions ou vous avez le goût de partager, bien, sachez que toute l'équipe du service Info Élan qui est présente pour vous accueillir. Ils peuvent vous écouter, ils peuvent vous informer ou vous donner des références aux besoins. Et il y a aussi le site de l'appui qui regorge de plein d'informations, des contenus inspirants comme le balado, mais aussi un répertoire de ressources des organismes là, qui peuvent vous venir en aide. Prenez soin de vous et à très bientôt.